Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Kathleen Le Bourdonnec, je suis doctorante en biostatistique en première année au Centre de recherche Bordeaux Population Health sous la direction de Cécile Proust-Lima. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon premier travail de recherche sur la méthode par variable instrumentale pour prendre en compte la confusion non observée dans les études de cohorte. Donc, pour contextualiser, ce que l'on souhaite faire bien souvent, c'est pouvoir faire de l'interprétation causale. Par exemple, en épidémiologie, on va vouloir dire qu'une exposition cause la maladie. Pourtant, bien souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on met en évidence des associations entre facteurs de risque et maladie. Pourtant, il y a une réelle distinction à faire entre les deux. En effet, ce n'est pas parce que l'on a une association que celle-ci est forcément causale. Par exemple, si l'on s'intéresse à la relation entre le sexe et le cancer du poumon, on pourrait dire, donc sans prendre en compte d'autres variables, on pourrait dire que le fait d'être un homme cause le cancer du poumon. Toutefois, typiquement ici, le tabac est un facteur de confusion et il va être important d'ajuster dessus pour ne pas arriver à des conclusions qui vont être faussées. Donc justement, pour éviter ces problèmes de confusion et ainsi pouvoir obtenir de l'interprétation causale, on va avoir différents schémas d'études qui existent, dont le schéma d'étude idéal, c'est d'être dans un essai clinique randomisé. En effet, ici, nos groupes ils sont censés être comparables sur toutes les caractéristiques, hormis celles étudiées. Le problème, c'est que ce type d'étude ne va pas toujours être réalisable pour différentes raisons, des questions de temps, de coût et d'éthique, entre autres. C'est pourquoi on va avoir différentes méthodologies qui ont été développées dans les études observationnelles. Donc, premièrement, on va pouvoir citer les méthodes de régression ajustée, où là, on va ajuster sur les facteurs de confusion que l'on connaît, ou bien encore les méthodes par pondération. La grande limite de ces méthodes, c'est qu'elles ne prennent ni en compte les facteurs de confusion non mesurés et non plus la causalité inverse. Et ça, c'est ce qu'on appelle plus généralement l'endogénéité. Donc, il faut savoir que les problèmes d'endogénéité, c'est vraiment quelque chose qui va être très fréquent dans les études. Bien souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on ajuste sur les facteurs de confusion que l'on connaît et que l'on a mesurés, et on va faire l'hypothèse qu'on n'a pas de facteurs de confusion non mesurés. Cette hypothèse, c'est une hypothèse qui est assez forte et peu réaliste dans certains types d'études. En effet, si l'on s'intéresse par exemple aux cohortes sur le vieillissement de la population et plus spécifiquement par exemple à la relation entre l'indice de masse corporelle et le vieillissement cognitif, on va avoir de nombreux facteurs de confusion dans cette relation, comme l'âge, le sexe et bien d'autres, et aussi on peut avoir de la causalité inverse, c'est-à-dire qu'on aurait un changement de l'indice de masse corporelle qui serait dû à un processus prédémentiel. Alors maintenant, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qui se passe justement si on ne prend pas en compte cette confusion non observée dans nos modèles. Donc pour cela, on va considérer la relation suivante. Donc on va avoir X qui va être notre exposition, Y qui va être l'outcome, U les facteurs de confusion non mesurés, et C nos facteurs de confusion mesurés. Donc le modèle que l'on souhaite estimer pour pouvoir faire de l'interprétation causale, c'est le modèle suivant, où là le bêta E il représentera bien l'effet causal de X sur Y. Vous voyez dans ce modèle, on a mis le U, sauf que le U ce sont nos facteurs de confusion non mesurés, donc on ne les connaît pas. Du coup, on ne va pas pouvoir estimer le modèle suivant. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est estimer le modèle ci-dessous. Donc j'ai mis un petit exposant N pour différencier les paramètres. Donc dans ce modèle, on nommait nos facteurs de confusion, donc le U, comme vous pouvez le voir, je l'ai barré donc pour ne pas le prendre en compte. Et le problème, c'est puisqu'il existe vraiment dans cette relation, il va se retrouver dans le terme d'erreur, donc le epsilon prime. Et en se retrouvant dans ce terme d'erreur, ce qu'on va avoir, c'est que nos erreurs, elles vont être dépendantes des variables de notre modèle. Et donc ça va biaiser les résultats, et donc du coup, le bêta EN qu'on va obtenir va être différent du vrai effet causal. Donc justement, c'est pour ça qu'il va être important de prendre en compte ces facteurs de confusion non mesurés, et pour ce faire, on va pouvoir le faire avec la méthode par variable instrumentale. Donc ici, j'ai représenté exactement le même schéma que précédemment, et j'ai rajouté Z. Donc Z, c'est notre variable instrumentale. Cette variable, elle doit respecter différentes hypothèses pour être valide. Premièrement, elle doit être associée à X, donc la flèche ici. Elle ne doit pas être associée à Y autre que par le chemin de X. Et également, elle ne doit pas être associée aux facteurs de confusion non mesurés. Donc il faut savoir que ça, ce sont les hypothèses en théorie, et en pratique, ça va être compliqué de trouver une bonne variable instrumentale. Ce que l'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser par exemple la génétique comme variable instrumentale, due à son caractère fixe dès la naissance. Et lorsque l'on utilise la génétique en variable instrumentale, c'est ce qu'on appelle la randomisation mendélienne.
Donc cette méthode, elle a déjà été développée dans de nombreux contextes, toutefois, peu de méthodes ont été développées pour les données longitudinales. D'où l'objectif de mon travail, qui va être d'étendre cette méthode par variable instrumentale au cas d'une exposition transversale, donc x, ici, et d'une variable répétée dans le temps. Donc le y que vous voyez mesuré à différents temps. Donc pour ce faire, donc ça c'est le modèle que l'on souhaiterait pouvoir estimer, donc c'est un modèle mixte. Dans ce modèle, on a y, ij qui va être l'outcome qui là va être répété dans le temps, x qui est toujours notre exposition transversale, on a les u, donc les facteurs de confusion non mesurés, et on a rajouté dans ce modèle du coup des effets aléatoires, le B0 et le B1. Donc le bêta E, ça va être l'effet causal de x sur y à l'inclusion, et le bêta TE, ça va être l'effet causal de x sur y au cours du temps. Ce modèle, il suppose différentes hypothèses, dont l'hypothèse que j'ai mis en rouge, c'est-à-dire que les effets aléatoires sont indépendants des variables de notre modèle. Comme précédemment, on ne connaît toujours pas les U, donc on ne va pas pouvoir estimer ce modèle. Par contre, le modèle que l'on va pouvoir estimer naïvement, c'est le modèle suivant. Donc, on a omis les U. Le problème, c'est que, comme précédemment, nos U, ils existent vraiment dans cette relation, et ici, ils vont se retrouver dans les effets aléatoires. Du coup, l'hypothèse qu'il y avait en rouge précédemment, elle ne va plus être valide, et donc le bêta EN et le bêta TEN vont être différents des vrais effets causaux. Donc nous, on propose une méthode par variable instrumentale en 2 étapes. Donc dans la première étape, on va faire une régression linéaire, où on va obtenir la prédiction de x, donc de l'exposition, qui n'est pas associée au facteur de confusion non mesuré. Et ça, on va pouvoir le faire grâce aux hypothèses de z, la variable instrumentale. Et dans la seconde étape, donc c'est notre modèle mixte, et là, on va pouvoir remplacer l'exposition, donc c'est le x qu'on avait précédemment, par sa prédiction. Et là, le bêta E et le bêta TE qu'on va obtenir seront bien nos effets causaux. Donc si l'on regarde des simulations, donc on a comparé la méthode naïve en rouge à la méthode par variable instrumentale en bleu. Donc on constate que le biais relatif de la méthode naïve, il est assez important, contrairement à la méthode par variable instrumentale qui, elle, estime correctement. Là, les simulations que je vous propose, elles sont pour 2 tailles d'échantillons, donc 1000 et 6000, et également 2 forces de variable instrumentale, 0,5 et 1. Et on se rend compte que plus la taille de l'échantillon, elle augmente, et plus la force de la variable instrumentale, elle augmente, et plus la variabilité du biais, elle va être, elle, réduite. Donc maintenant, si on a appliqué nos méthodes, donc on s'est intéressé à l'effet causal de facteurs cardiométaboliques sur le vieillissement cognitif, et ici, je vais vous présenter les résultats pour le diabète. Donc on a utilisé les données de la cohorte 3C. La cohorte 3C, c'est une cohorte multicentrique qui a été faite dans 3 centres, Bordeaux, Dijon et Montpellier. On a inclus des personnes à partir de 1999. Ces participants, ils avaient 65 ans et plus à l'inclusion. Au total, on avait 9294 participants, mais pour des questions de génotypage, on n'en a gardé que 6224. Ces participants, ils ont été étudiés donc, à différents temps, comme vous pouvez le voir ici, environ tous les 2-3 ans. Et donc ça, c'est tout. Pour l'outcome, on a utilisé l'évolution de la fluence verbale donc, à l'aide du test Isaac. Ça, c'était pour mesurer le vieillissement cognitif. Pour notre exposition, donc, on s'est intéressé au diabète. Le diabète, lui, on l'a mesuré seulement à T0. Il a été diagnostiqué par prise de sang en fonction de seuil glycémique ou alors de la présence d'un traitement contre le diabète. Pour la variable instrumentale, on a pris 42 polymorphismes génétiques issus de la littérature, et il faut savoir que ces polymorphismes génétiques expliquent 4,8% du statut diabétique. Et pour les facteurs de confusion sur lesquels on a ajusté sur l'âge, le sexe et le niveau d'études. Donc ici, on s'intéresse à la trajectoire des courbes du score IST en fonction du statut diabétique. Donc pour la méthode naïve et pour la méthode par variable instrumentale que je vous ai présentée. Donc on se rend compte que les non-diabétiques pour le modèle naïf, ils ont un score IST qui est plus important que les diabétiques, et ce significativement. Toutefois, on n'a aucune différence entre nos deux groupes au cours du temps. Et avec la méthode par variable instrumentale, on va avoir aucune différence, que ce soit à T0, à l'inclusion, ou bien au cours du temps. Donc pour conclure, la méthodologie qu'on a développée, c'est bien donc pour des outcomes qui sont répétés. On permet du coup de prendre des expositions continues ou binaires.
Concernant la variance, elle a été obtenue après double correction. En effet, donc une correction parce qu'on a utilisé une variable instrumentale et une autre puisque l'estimation qu'on a faite s'est effectuée en 2 étapes. Et il y aura une fonction d'estimation qui sera bientôt disponible sous R. Concernant la relation entre le diabète et le vieillissement cognitif, les résultats qu'on a trouvés sont en accord avec la littérature, dans le sens où il y a une différence entre association et relation causale. Et enfin, donc, il faut savoir que la méthode par variable instrumentale, elle est bien dans le sens où elle nous permet de prendre en compte les facteurs de confusion non mesurés. Toutefois, il faut savoir qu'elle repose elle-même sur de fortes hypothèses. Et également, c'est compliqué de trouver une bonne variable instrumentale. Merci pour votre attention.